Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici nos titres. Madagascar devrait se poser en exemple et en modèle de mise en œuvre des normes de la SADC, notamment en ce qui concerne le respect de la démocratie, de l'état de droit, l'organisation d'élections libres et transparentes, ainsi que la protection des droits humains. Selon le collectif Fire Sankin, parmi ces normes figurent également la liberté d'expression, la reconnaissance et la place de l'opposition politique et la liberté de la presse, lesquelles ne sont toujours pas respectées à Madagascar. C'est un honneur pour Madagascar d'avoir accueilli le sommet de la SADC et d'en assurer la présidence pour l'année 2025-2026, a déclaré le président national du KMF Kounoé. Cependant, les dirigeants doivent savoir saisir cette opportunité et ne pas se contenter de rêvasser, comme cela a été le cas jusqu'à présent, a-t-il poursuivi. La gestion des aires protégées à Madagascar n'a fait l'objet d'aucune convention légale au cours des 7 dernières années. Durant cette période, aucun accord officiel de transfert de gestion a été signé selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. À l'approche du quart de finale de CHAN 2025, opposant Madagascar au Kenya, la question financière est au centre des discussions. Grâce à leur parcours, les Barrias ont déjà empoché $450,000, dont 60% seront réservés aux joueurs et au staff technique, tandis que les 40% iront à la fédération afin de soutenir le développement du football national. Actualité politique pour commencer. Madagascar devrait se poser en exemple et en modèle de mise en œuvre des normes de la SADC, notamment en ce qui concerne le respect de la démocratie, de l'état de droit, l'organisation d'élections libres et transparentes, ainsi que la protection des droits humains. Selon le collectif Fire Sankin, parmi ces normes figurent également la liberté d'expression, la reconnaissance et la place de l'opposition politique et la liberté de la presse, lesquelles ne sont pas toujours respectées à Madagascar. Aussi, Marc Ravalman a insisté sur le fait que les restrictions et les entraves imposées à l'opposition sont inacceptables. Il a rappelé que des échanges avaient déjà eu lieu entre le collectif et des représentants de la SADC pour les informer de la situation actuelle dans le pays. Ces derniers auraient même encouragé l'opposition à rédiger une lettre officielle si l'existence de l'opposition continue d'être bafouée. Reportage Mamtine Adjimbloul, Eric Ranefson. Le collectif Fire Sankin souligne par ailleurs que Madagascar n'applique toujours pas une grande partie des normes fondamentales de la SADC, alors qu'elles sont essentielles pour permettre aux États membres de bénéficier de nombreux échanges économiques, sociaux et politiques au sein de l'organisation. Jusqu'à présent, Madagascar reste classé parmi les pays où l'opposition est muselée, où la liberté d'expression et la liberté de la presse sont restreintes, affirme le collectif. Pourtant, le protocole de la SADC inclut clairement le respect des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de réunion, la reconnaissance de l'opposition politique, ainsi que la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. Or, la réalité malgache est tout autre. L'opposition est bridée, les réunions et manifestations publiques sont interdites et la liberté d'expression réduite, selon l'ancien président Marc Ravalman du collectif Fire Sankin. Madagascar doit impérativement se conformer à ces normes fondamentales, d'autant plus que le pays préside actuellement la SADC et se doit à ce titre d'être un modèle pour les autres États membres, a rappelé Marc Ravalman. Enfin, le collectif Fire Sankin a dénoncé les intimidations dont sont victimes les opposants,
empêchés d'agir et de s'exprimer. Il a réitéré sans refus catégorique des entraves qui leur sont imposées. Le collectif a tout de même félicité Madagascar pour sa présidence de la SADC dans le cadre du nouveau mandat, tout en appelant les dirigeants à honorer pleinement les engagements liés à cette responsabilité. C'est un honneur pour Madagascar d'avoir accueilli le sommet de la SADC et d'en assurer la présidence pour l'année 2025-2026, a déclaré le président national du KMF CNOE. Cependant, les dirigeants doivent saisir cette opportunité et ne pas se contenter de rêvasser comme cela a été le cas jusqu'à présent, a-t-il poursuivi. De nombreux partenariats peuvent être améliorés dans le cadre de la collaboration entre pays membres de la SADC afin que le pays puisse se développer concernant le processus électoral à la lumière des consultations menées par la CENI. Toutes les idées visant à modifier et améliorer la loi électorale doivent être examinées sans discrimination selon le rapport du KMF CNOE. Sibela Ranjimazav, Ivrasat. Le KMF CNOE, organisation de la société civile qui a pour principale mission de réaliser une veille des élections en Madagascar et en tant qu'observateur de la vie nationale en général, dresse un bilan de ses réalisations et de ses observations effectuées durant ces années d'existence. En premier lieu, c'est un honneur pour Madagascar d'avoir accueilli le sommet de la SADC et d'en assurer la présidence pour l'année 2025-2026, a déclaré le président national du KMF CNOE. Mais concernant l'intégration du pays à la SADC, le président national a toutefois souligné qu'il serait vain de présider cette organisation si toutes les opportunités liées à l'adhésion et à la présidence de Madagascar n'étaient pas saisies. Les dirigeants doivent savoir saisir cette opportunité et ne pas se contenter de rêvasser comme cela a été le cas jusqu'à présent, a-t-il poursuivi. Le KMF CNOE participera également aux consultations sur la loi électorale initiées par la CENI. Ce processus électoral devant être revu dans son intégralité, les idées seront prises en compte. Les membres du KMF CNOE participent à un atelier de 3 jours pour procéder à une évaluation et passer en revue les projets à mettre en œuvre pour les prochaines années. Dans les actualités de ce jour également, à l'approche du quart de finale du CHAN 2025 opposant Madagascar au Kenya, la question financière est au centre des discussions. Grâce à leur parcours, les Barrières ont déjà empoché 450 000 $, dont 60% seront réservés aux joueurs et au staff technique, tandis que les 40% iront à la fédération afin de soutenir le développement du football national. Le président du CFM, Intsu Rakutu Arman, a rendu hommage au club de la PFL, véritable fondation de l'équipe nationale, en vue du match contre le Kenya de ce vendredi. Confiant, tout appel à l'unité, à la passion des supporters et à une stratégie solide pour conduire les Barrières vers un nouveau succès historique. Romy Armanen, Ivrasat. J-1 du quart de finale du CHAN 2025, le championnat d'Afrique des Nations. Un grand rendez-vous attend les Barrières à Prime de Madagascar face au Harambee Stars de Kenya. La rencontre est prévue ce vendredi au Safaricom Stadium Kasarani, un lieu emblématique qui s'annonce plein à craquer. Au-delà de l'enjeu sportif, la question financière occupe également une place importante dans les discussions. En atteignant les quarts de finale, les Malagas sont déjà assurés de recevoir une prime de 450 000 $. Une partie de cette somme sera directement versée à l'équipe nationale en guise de récompense pour ses efforts. Lors d'une conférence de presse organisée à Dolan Foot, Intsu Rakutorman a dit président du CFEM, a donné des précisions. Il a confirmé l'existence d'un accord avec la fédération répartissant les gains entre les acteurs principaux et l'institution. 60% du prize money iront aux joueurs et au staff technique directement impliqués dans cette belle performance. Les 40% restants reviendront à la fédération, à une ambiance impressionnante avec près de 45 000 spectateurs présents dans le stade. Pour lui, ce soutien populaire et la ferveur des supporters constituent une arme précieuse pour transcender l'équipe. Confiant, il a conclu en affirmant que l'unité, la stratégie et la passion permettront aux Barrières d'écrire une nouvelle page d'histoire dans ce CHAN.
Et je vous disais en titre, la gestion des aires protégées à Madagascar n'a fait l'objet d'aucune convention légale au cours des 7 dernières années. Durant cette période, aucun accord officiel de transfert de gestion n'a été signé selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Désormais, ces conventions ont été renouvelées et de grandes réformes y ont été intégrées. Une cérémonie de signature s'est tenue à Nanistan, officialisant le transfert de gestion de 52 aires protégées entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et 20 gestionnaires. Reportage signé Gracia Angetitouir-Nivrasata. Après cette année d'attente, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé, avec les gestionnaires concernés, à la signature officielle des contrats de délégation de gestion de 52 aires protégées. Le pays compte désormais 125 aires protégées, couvrant 8,7 millions d'hectares et représentant près de 5% de la biodiversité mondiale. Ces espaces naturels constituent un levier stratégique pour la conservation, l'écotourisme et l'économie nationale, générant jusqu'à 12% du PIB, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les nouveaux contrats intègrent des innovations, dont l'utilisation des technologies pour le suivi et la lutte contre les trafics illicites et les feux, mais aussi une approche sociale visant à concilier conservation et développement local. C'est le renforcement du travail social des gestionnaires d'aires protégées. C'est important aujourd'hui. On ne protège pas une aire protégée, on ne protège pas la nature uniquement avec des patrouilles, uniquement avec des suivis écologiques. Si on veut avoir une gestion efficace des aires protégées, il faut regarder l'aspect social, il faut aider les communautés au niveau des infrastructures, au niveau des activités génératrices de revenus, au niveau des rentrées d'argent pour les communautés, parce que si les communautés améliorent leurs conditions de vie, automatiquement elles vont diminuer la pression sur les ressources naturelles. Le ministre a souligné que la relation devait être claire et transparente. Selon lui, les premières informations concernant les incendies qui surviennent sur le terrain devraient provenir directement des gestionnaires des aires protégées et non de la gendarmerie, d'autres ministères ou encore des réseaux sociaux. Cette approche, a-t-il expliqué, est essentielle pour instaurer un climat de confiance. L'État, a-t-il poursuivi, est prêt à 100% à collaborer et à travailler main dans la main avec les communautés locales ainsi qu'avec les différents responsables concernés dans la lutte contre les feux. Il a réaffirmé la confiance placée en premier lieu dans les acteurs de terrain. L'État malagasy a tendance à oublier les personnes directement touchées par le changement climatique, notamment la communauté Ntandjoui, qui rappelle une organisation internationale qui a élaboré un rapport sur la migration des ménages à cause de la sécheresse dans le sud de Madagascar. Près de 90 000 personnes dans cette zone, principalement les Ntandjoui, ont été contraintes de quitter leur terre ancestrale et de se rendre dans d'autres régions du pays. De nombreuses personnes déplacées ont ainsi effectué un voyage difficile de 1500 km jusqu'à la région de Bouéni, selon le rapport de cette organisation internationale. Sur le micro d'Elisa Herman. Une organisation internationale nous raconte dans un rapport le combat difficile de la communauté Ntandjoui dans le sud, dont les membres sont forcés de se déplacer sur 1500 km jusqu'à la région de Bouéni à cause de la sécheresse et de la famine. Entre 2018 et 2024, les famines causées par la sécheresse ont contraint environ 90 000 personnes du sud de la Grande Île, principalement des Ntandjoui, à quitter leur terre ancestrale. Bon nombre de personnes n'avaient pas les moyens d'effectuer le voyage et avaient dû emprunter de l'argent ou vendre des biens. Parfois, des familles ont dû s'arrêter et travailler pour se nourrir, dormant dans des marchés ou dans des forêts, avant de pouvoir continuer le trajet. Ce voyage a fait courir aux familles un risque d'exploitation, souligne Amnesty International. Une femme a même été contrainte à des relations sexuelles avec des conducteurs en échange d'une place dans le bus. Arrivant dans le Bouéni, les personnes déplacées n'ont bénéficié d'aucune aide des pouvoirs publics, y compris pour accéder à des terres productives. Pire encore, les autorités locales ont expulsé de force les Ntandjoui qui s'étaient construit un logement ou qui cultivaient des terres dans une zone prévue pour un programme de reboisement
en bordure du parc national d'Ankarafansk. Cette organisation estime que les autorités malagasy n'ont ni protégé ni aidé les milliers d'Intendus déplacés du fait de la sécheresse aggravée par le changement climatique. Afin de remédier à cette situation, cette organisation internationale recommande des prises de mesures face au changement climatique. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.